Béatrice Gellot. Bonjour Béatrice. Bonjour Brigitte. Avec Stéphane Zumsteg. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bienvenue, directeur du département opinion d'Ipsos BVA. Olivier Roucan, bonjour. Et bienvenue, vous êtes politologue. Et Florian Gérard Mercier. Bonjour. Bienvenue à vous, vous êtes responsable du think tank Le Millénaire d'inspiration gaulliste pour nos téléspectateurs afin qu'ils vous situent. Le Premier ministre a donc donné une interview à nos confrères de la presse régionale. Sébastien Lecornu fait un certain nombre d'annonces et se projette sans ambition présidentielle. Vous voyez la une de Ouest France. Alors il se projette sur l'immigration, l'énergie ou encore les armées, mais aussi l'agriculture en promettant une loi d'urgence. Béatrice Gellot, le Premier ministre, a donc annoncé d'abord un ajustement gouvernemental qui aura lieu avant le 22 février. C'est la date, c'est la période de réserve, hein, c'est ça, avant que... Oui, c'est la période pendant laquelle les ministres ne peuvent plus s'exprimer. C'est une période de retrait de la parole politique. Donc, il lui reste 15 jours. Donc, ça concerne nécessairement Rachida Dati. Ça concerne nécessairement Rachida Dati. Et a priori, ça a été compliqué pour trouver une date pour qu'elle s'en aille. Elle voulait absolument, que ça aille dans le sens de son tempo. Elle voulait imposer son tempo. Sébastien Lecornu... lui voulait qu'elle parte beaucoup plus tôt, apparemment. Donc le chef du gouvernement a tranché. Le chef du gouvernement Alors, ce sera a tranché. Ça serait, il faut qu'elle donne sa démission avant la fin de la semaine prochaine. Il y a 2 autres ministres aussi qui doivent partir. Ce sont ceux qui sont candidats dans des municipales. C'est une règle que la ministre des Sports, Marina Ferrari, et Sébastien Lecornu, Michel Fournier pour la décentralisation. Exactement. Et peut-être qu'il y aura d'autres départs à la marge. Avec un grand point d'interrogation, notamment sur Gérald Darmanin. Est-ce qu'il faut qu'il sorte du gouvernement? Est-ce qu'il faut qu'il reste? Ça dépend de ses ambitions présidentielles. Est-ce qu'il est de bon augure de le garder dans ce gouvernement ou est-ce qu'il vaut mieux le sortir? C'est la question en fait que se pose Sébastien Lecornu en ce moment. Ils sont très proches tous les deux. Et donc, il pèse le pour et le contre, mais on en saura plus dans 15 jours. Voilà, D'ici 15 jours, en tout cas, on sera fixé. Effectivement, Stéphane Zumsteg, Gérald Darmanin, en fait, il y avait une règle qui avait été dictée par le Premier ministre, c'était de ne pas afficher d'ambition présidentielle, pas d'ambition partisane politique en vue de 2027. Est-ce que Gérald Darmanin a rempli le contrat ? Plus ou moins, d'ailleurs, il l'avait dit, je reste au gouvernement pour ne faire que de la politique et ne pas parler des présidentielles. De la présidentielle, c'était il y a quelques mois. Évidemment, il avance de plus en plus ses pions, mais enfin, il n'est pas encore candidat. Il n'a même pas dit qu'il allait être ou qu'il comptait être candidat. Donc, je pense qu'un départ de Darmanin, il devra intervenir à un moment donné si effectivement il se dévoile, mais c'est peut-être prématuré. Ou, en d'autres termes, ce n'est peut-être pas nécessaire aujourd'hui. Il vaut mieux l'avoir à l'intérieur du gouvernement qu'à l'extérieur, oui, Gérald Darmanin. Surtout quand on est l'un des seuls ministres qui prennent la lumière aujourd'hui en France. Parce que quand vous demandez aux Français quel est le ministre préféré, quel est celui ou quelle est celle qui est la plus visible et que l'on apprécie le plus, il n'y a pas grand monde qui sort. Il y a Rachida Dati, mais qui va sortir. Parce que c'est Rachida Dati et c'est une personnalité que l'on connaît, qui ne laisse pas insensibles les Français, ça c'est clair, et qui en plus est candidate à Paris. Et il y a Gérald Darmanin. Donc autant le garder au gouvernement. Quel est le nom du ministre de l'économie, quel est le nom de ministre des Affaires étrangères, tous ces gens-là sont moins connus. Donc c'est un élément de poids, c'est Gérald Darmanin, c'est l'atout sécuritaire. Il a été ministre de l'Intérieur, il est ministre de la Justice. C'est une personnalité dont a besoin Sébastien Lecornu, dont a besoin le gouvernement pour montrer qu'il est à la manœuvre sur autre chose que le budget. Il y a certes eu cette interview aujourd'hui, mais quand vous êtes chef du gouvernement et que vous devez faire la démonstration, ce qui est le cas de Lecornu, qui n'est pas juste là, qui n'est pas venu juste là pour faire voter un budget et qu'il y a une vie après l'adoption du budget, vous avez aussi besoin d'être entouré de personnalités de poids. Et s'il y en a bien une, c'est Gérald Darmanin. Oui, voilà, avec une loi judiciaire aussi qui doit intervenir. Sûr, on parle beaucoup d'insécurité, on parle beaucoup de prison, on parle beaucoup de narcotrafic. Gérald Darmanin, en tant que garde des Sceaux, c'est aussi une caution pour Sébastien Lecornu. Il a su préempter le domaine sécuritaire autant que peut le faire un ministre de l'Intérieur. Et c'est la stabilité aussi. Et c'est la stabilité, oui. Alors effectivement, parce qu'on parle d'ajustement, on ne parle pas de remaniement, Olivier Roucan. Les mots sont choisis. Dire que c'est plus de l'ajustement technique, si je comprends bien, puisqu'ajustement, c'est une connotation assez technique. Pour des raisons de stabilité, comme le dit Béatrice. La stabilité, mais aussi de règles qui ont été fixées par le Premier ministre. Somme toute, il n'y a pas d'obligation vraiment juridique. Ce sont des règles pragmatiques qui ont été fixées. Et je souscris entièrement à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que
Ajustement aussi parce qu'aujourd'hui, les ministres ne sont plus identifiés par l'opinion publique. Donc, vous avez fait défiler des photos. Je doute que les Français soient très émus par quelques départs, vous voyez. Donc, la connotation politique de l'affaire est assez faible, finalement. Est-ce que, c'est peut-être un peu sévère, mais est-ce que c'est parce qu'il y a aussi plus personne sur le banc de touche ? Bon, il y a l'usure du pouvoir, de ce qu'on appelle à tort un bloc central, parce que l'idée de bloc est problématique quand même, à l'Assemblée notamment, mais il y a l'usure du pouvoir, et puis il y a la stratégie quand même qui a été celle du président, qui n'a pas voulu installer des ministres au sens d'une carrière traditionnelle. Alors c'est aussi du fait de sa facture politique dès le départ, mais finalement en négligeant la consolidation de son mouvement et de son parti, il a empêché des carrières politiques d'émerger et des ministres, des ministrables en tous les cas, d'émerger et d'être identifiés par l'opinion. Donc cette volonté de concentrer le pouvoir autour de quelques figures a ses limites. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, comme vous dites, il reste plus grand monde, encore une fois, d'identifier par l'opinion et aussi quand même capable de générer des réseaux d'influence sur l'ensemble du territoire. Donc ça, c'est le problème, je dirais, du changement de notre vie politique. Et du macronisme, en général. Florian Gérard Mercier, est-ce que cette équipe-là, on parle de stabilité, elle peut aller jusqu'en 2027 ? Est-ce que là, on a trouvé le point d'équilibre politique ? Tout dépendra de ce qu'elle fait. C'est-à-dire que si elle gère les affaires courantes comme... malgré ce que dit M. Lecornu et ce à quoi on peut s'attendre, donc il ne donne pas de raison de censurer, c'est probable, puisque ce n'est plus dans l'intérêt de grand monde aujourd'hui de censurer et d'aller à la dissolution, parce que ce serait la conséquence. Donc oui, ils peuvent aller au bout. Maintenant, il faut quand même dire que c'est effectivement le gouvernement le plus faible de la Ve République, parce que il n'y a pas de... On rappelle que le Premier ministre avait dit lui-même qu'il était le Premier ministre le plus faible de la Ve. Et vous ajoutez le gouvernement en entier. Non, mais je dis le gouvernement en entier, et c'est vrai, parce qu'ils n'ont pas de mandat. Et d'ailleurs, c'est peut-être quelque chose qui, dans la campagne présidentielle qui va commencer dès les municipales passées, devra être discuté. Est-ce que c'est normal qu'un gouvernement puisse être en place, puisse gouverner sans avoir la confiance du Parlement ? C'est-à-dire, est-ce qu'il ne faudrait pas faire que l'article 49.1 de la Constitution soit obligatoire ? Et quand on parle justement d'ajustement, c'est peut-être ça aussi, parce que quand il y a remaniement, en général, il y a une présentation du gouvernement au Parlement à nouveau pour se dire d'avoir l'onction du Parlement. Bon, là, non, c'est juste quelque chose de technique. On veut rester sur quelque chose de très surplombant. Et au fond, c'est quoi la raison ? On l'a bien dit, c'est qu'Emmanuel Macron veut garder la main sur les nominations, par exemple, sur toutes ces choses-là. Et donc, il a préféré sacrifier son bilan avec la vote du budget que de perdre la main. C'est ça qui est la conséquence. En choisissant un moine soldat en la personne de Sébastien Lecornu. Alors vous dites oui, stabilité s'il n'y a pas de censure. Il y a un motif de censure, c'est la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est-à-dire la feuille de route énergétique pour les 10 prochaines années. Sébastien Lecornu a évoqué un décret qui s'est signé la semaine prochaine. La porte-parole du gouvernement s'est exprimée à ce sujet ce matin sur France Info. Il n'y aura aucun moratoire sur les énergies renouvelables. Nous continuerons à construire de nouveaux parcs éoliens terrestres avec une priorité qui est donnée à ce qu'on appelle le repowering. Ça veut dire qu'on change les unités de production électrique des éoliennes déjà en place. Pourquoi est-ce qu'on le fait ? On le fait parce que les premiers parcs datent de 2001. Et donc on voit qu'on était sur des technologies qui ne sont plus les mêmes que celles qu'on a aujourd'hui. Elles étaient moins performantes. Alors ça, Béatrice Gellot, c'est éventuellement un motif de censure pour le Rassemblement national qui ne veut pas mettre d'argent sur le renouvelable. Oui, et puis et on va repartir pour un tour parce que ça fait 2 ans et demi qu'on parle de cette PPE et avec toutes ces divisions politiques entre le nucléaire, les énergies renouvelables. Des motifs de division. Donc je pense que les débats, vu la configuration aujourd'hui de l'Assemblée nationale, on va être reparti pour un tour et ça va être difficile pour Sébastien Lecornu de trouver un compromis sur ce dossier et il risque, oui, fortement la censure, mais pas forcément que du Rassemblement national.
Alors, il a choisi de passer par décret et non par l'Assemblée nationale, Stéphane Zumsteg. Ça veut dire qu'il espère contourner la censure. Oui, parce que dans l'esprit, je pense que son calcul, c'est de se dire que dans l'esprit des Français, et aussi dans l'esprit d'un certain nombre de partis, je pense notamment au Parti socialiste, passer par décret ne serait pas associé à une brutalité, à la même brutalité que ça aurait pu être le cas qu'un 49.3 sur le budget. Là, je ne dis pas que c'était évidemment pas un sujet secondaire, mais c'est pas le même degré de gravité, en tout cas, qui est entretenu autour de ce thème par rapport à ce que l'on disait, ce que l'on entendait au sujet du budget. Je pense qu'il y a un intérêt, quand on fait la liste des partis qui ont soutenu ce budget, en ne censurant pas le Parti socialiste et la droite. Il n'y a aucun intérêt aujourd'hui à changer de stratégie, de se mettre à censurer le gouvernement. Si le Parti socialiste, par exemple, devait censurer sur autre chose que le budget le gouvernement, il y aurait un problème de lisibilité. Finalement, ce pacte de gouvernement, ce pacte de non-censure, à quoi ça a servi? Si c'est au rendez-vous suivant, sur le texte suivant, censurer le gouvernement, ça n'aurait pas de cohérence. Je pense que les partis qui ont soutenu, et évidemment le Parti socialiste, qui ont soutenu à leur façon le gouvernement, ont tout autant intérêt que Sébastien Lecornu à la stabilité. En fait. Donc je pense que sur ce sujet-là, n'est pas secondaire en soi, mais qui pour une partie des Français n'est pas prioritaire, je joue sur les mots, passer par décret ne serait pas pris comme un déni de démocratie. Un passage en force. Olivier Roucan, il y a toujours la censure spontanée qui est possible, par mécontentement. Le Rassemblement national avait dit s'il y a cette programmation pluriannuelle de l'énergie qui va dans ce sens-là, donc avec le maintien du renouvelable en clair, on censurera. Est-ce que vous avez l'impression que le RN est un peu passé à autre chose, là, aujourd'hui, ou qu'il reste sur cette logique de censure? D'abord, sur l'énergie, il y a quand même eu des textes de loi qui ont été votés, notamment la relance du nucléaire, d'ailleurs voté par le Rassemblement national à l'époque. Et puis sur les renouvelables, il y a également un cadre législatif. Donc l'idée d'agir aujourd'hui par décret n'est pas foncièrement, je dirais, inappropriée. La question, c'est le clivage entre le tout nucléaire ou le tout énergie renouvelable. En 2025, le renouvelable a encore progressé. On va être à un tiers environ fondé sur le renouvelable. On arrivera aux 40% en 2030. Donc, le choix qui est fait peut se comprendre à la fois politiquement, mais aussi techniquement, j'allais dire, par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Ça n'exclut pas qu'il y ait des débats sur la filière, mais enfin bon. Et ensuite, est-ce que le Rassemblement national, comme d'autres forces politiques, a aujourd'hui intérêt à pousser une censure, alors pour alimenter peut-être le débat sur le mécontentement, mais de là à la voter ou à la faire voter, c'est autre chose, parce qu'il y a une revendication quand même de stabilité, et peut-être que l'accord d'ici ou un an qui viennent sur... je dirais, bah oui, on laisse faire finalement, on l'a dit tout à l'heure, ce gouvernement qui apparaît comme étant très technique et dont on sait à l'avance qu'il ne va pas forcément pouvoir faire grand-chose sur le fond. Donc on patiente. Peut-être que c'est un accord aujourd'hui qui tacite, qui sont dire rassemblés, mais enfin qui est partagé par un certain nombre de forces politiques. Alors le Rassemblement national, hier en tout cas, Jordan Bardella était à Agde. Ça avait presque des airs de campagne présidentielle puisqu'il a été interrogé. Évidemment, on attend les réquisitions dans l'appel de Marine Le Pen. Et donc, en fait, il a été interrogé sur est-ce qu'il sera candidat à la place de Marine Le Pen. On a l'impression là finalement que ce soit les municipales ou que la présidentielle, ça y est, en fait, la séquence électorale est ouverte. Oui, et probablement enfin, on va dire, parce qu'après quand même une sorte de mise sous cloche de notre vie politique, du débat d'idées pendant 2 ans maintenant, voilà, il était temps, et effectivement... l'élection présidentielle, déjà, la campagne présidentielle de 2022 avait été très pauvre en débat. Emmanuel Macron avait refusé de faire campagne sous prétexte de guerre en Ukraine. Et donc, la France est quand même à la croisée des chemins. On est dans une situation catastrophique sur à peu près tous les plans. Le bilan d'Emmanuel Macron, on ne va pas le lister, mais sur tous les grands sujets, il est absolument abominable. Et donc, il y a besoin d'un débat vraiment de fond sur tous les sujets pour avoir... un candidat et un programme qui puisse gagner en 2027 avec un vrai élan transformatif dont le pays a besoin. Donc effectivement,
cette année ne sera peut-être pas trop pour avoir le débat qu'on n'a pas eu depuis bien des années maintenant. Alors, il y a des sujets qui seront dans l'atmosphère, puisque Sébastien Lecornu précise la feuille de route. Alors, les déserts médicaux, le narcotrafic, il y a un certain nombre de sujets comme le logement aussi. On va en parler avec Vincent Jeanbrun après cette émission. L'agriculture, la défense. Est-ce que vraiment ces sujets-là peuvent avancer d'ici la présidentielle, Béatrice ? Alors, ces sujets-là, comme Sébastien Lecornu, il ne peut pas s'appuyer sur une majorité à l'Assemblée nationale. Il essaie de montrer qu'il est à la tâche, que c'est un gouvernement qui va pouvoir encore travailler. Mais en fait, comme il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, comment il va pouvoir faire passer ces dossiers-là ? Ça va plutôt être un gouvernement de gestion des affaires courantes. Il ne va pas trop avoir le choix, ou alors il va falloir qu'il essaie de trouver des compromis à chaque fois sur chaque sujet. Donc, il est obligé de montrer qu'il est toujours en action, qu'il y a un cap, qu'il faut faire avancer les dossiers. N'empêche qu'il est confronté à une certaine réalité, c'est toujours la même. C'est cette absence de majorité. nationale. Mais justement, sur ce sujet-là, ce qui est terrible, c'est quand on regarde, par exemple, sur l'immigration, et donc il y a la question de l'AME, il y a des majorités très larges, je parle sous votre contrôle, sur la plupart des sujets. Les Français sont à 70%, parfois 80% pour certaines réformes. Le problème, c'est que pour qu'ils puissent les faire passer, il faudrait que le Renaissance vote avec le Rassemblement national. Et c'est ça, finalement, qui bloque aussi. C'est pour ça que pour le budget, il a dû se rétrécir avec les deux béquilles, et quelque part, Parti socialiste et LR, et avoir un accord de non-censure. Et donc, c'est cette digue-là qui, si elle sautait, il pourrait se permettre de faire des réformes bien plus d'ampleur. Mais c'est totalement impossible. Alors, dans l'interview, Stéphane Zumsteg, Sébastien Lecornu dit si, il y a une majorité, on peut faire passer des textes. D'ailleurs, on l'a vu sur le budget de la sécurité sociale. Est-ce que c'est pas un petit peu présomptueux de dire ça ? Oui, il y a une autocélébration de sa réussite à avoir fait passer le budget de la sécurité sociale. On ne peut pas lui reprocher de revenir là-dessus, parce que malgré tout, ça reste presque un exploit, ce qu'a réussi à faire Sébastien Lecornu. Rappelez-vous ce qu'on disait au moment de sa nomination. Il y avait eu Barnier, il y avait eu Bayrou, et il y aurait Lecornu qui ne resterait pas longtemps, et on verrait après où ça mènerait. Il a réussi, quelque part, arrimer le Parti socialiste tout en ne se détachant pas des Républicains, c'est en soi une très belle performance. On en pense ce que l'on veut, selon ses opinions politiques, mais malgré tout, il a réussi. Là, bien sûr que les mois qui viennent, ça va être expédier les affaires courantes et ne pas trop semer les dissensions, les oppositions au sein de l'Assemblée nationale. Mais il y a quand même un élément qu'il faut souligner, c'est que le temps joue en faveur du Premier ministre. Si son objectif, c'est de rester jusqu'au bout, le calendrier électoral, le calendrier constitutionnel joue en sa faveur. Quel serait l'intérêt de partis d'opposition, quel qu'il soit, à partir de l'automne prochain, c'est-à-dire après l'été, c'est le début de la campagne présidentielle. Il y aura des primaires à gauche, probablement aussi à droite. On ne parlera que de l'élection présidentielle. Quel est l'intérêt quand vous êtes une force politique qui prétend à une victoire à l'élection présidentielle, et ils seront nombreux, toutes les forces politiques seront normalement présentes dans cette compétition. Quel est l'intérêt de précipiter la chute d'un gouvernement alors que vous êtes à 2 mois, 3 mois, 4 mois d'une élection présidentielle? Il n'y en a pas. Donc il joue la montre, quoi, en fait. Oui, donc il joue la montre, et je durer. pense que ça va dans son sens. Là, il y a les élections municipales, très bien. Même si c'est une contre-performance, et ça devrait être une contre-performance pour les partis, pour Renaissance, mais ce ne sera pas une déroute parce qu'ils partent de quasiment rien. Ils n'ont pas de mairie, donc ils ne vont pas perdre des grandes villes. L'enjeu pour lui, ce sera de ne pas être jugé comme le responsable de cette défaite, et il ne sera pas jugé comme le responsable de la défaite. Normalement, quand vous êtes Premier ministre, vous êtes le chef de la majorité. Sébastien Lecornu n'est pas le chef de la majorité. Il n'y a pas de majorité, et il n'y a pas d'unité au sein du bloc central, voire il n'y a pas d'unité auprès des macronistes historiques. Donc il ne sera pas emporté dans cette tourmente-là. Il y a des accords très baroques, en fait, bien sûr. entre Renaissance, Horizon, LR, parfois. Donc c'est assez illisible. Enfin, ce sera assez illisible, ces élections municipales. Quand le parti au pouvoir perd les élections, quelle qu'elle soit, normalement, c'est le Premier ministre qui en est jugé le principal responsable, et donc le perdant. Ce ne sera pas le cas dans ce cas bien précis de Sébastien Lecornu. Donc moi, je n'en sais pas plus que vous, évidemment. Je trouve que le scénario d'un Sébastien Lecornu restant jusqu'au bout est le scénario, aujourd'hui, en tout cas, le plus plausible. Le plus plausible. Olivier Roucan, on se souvient qu'Édouard Philippe avait dit de toute façon, il ne se passera rien jusqu'en 2027.
Vous souscrivez à ces paroles? Je souscris à tout ce qui vient d'être dit. J'avais évoqué la question, oui. Je dirais rationnellement, l'idée c'est de patienter jusqu'en 2027 pour toutes les raisons que nous avons déjà évoquées. Bon, petite réserve, à chaque fois qu'on essaie de calculer rationnellement les choses, on est parfois démenti par la pratique, puisqu'on a vu que finalement, dans ce champ de l'imprévisible et du désordre, on pouvait être régulièrement surpris. Donc, il faut toujours avoir cette idée en tête. C'est une évaluation des probabilités. Mais bon, la pratique peut déjouer un peu les choses, d'autant plus que les règles institutionnelles, quand même, elles-mêmes sont de moins en moins respectées. Et on voit bien que, vous l'avez dit, aujourd'hui, un Premier ministre, quel est son rôle, quelle est sa place par rapport au président? Tout ceci a été bouleversé, chamboulé par les dernières années, ce qui montre bien que dans le débat sur 2027, même si ce n'est pas tellement à la mode, il faudrait peut-être se poser la question aussi du recadrage institutionnel de notre vie politique, parce que là, est-ce que changer le mode de scrutin et passer à la proportionnelle suffira? Alors justement, il y a une tribune ce matin, dans la tribune dimanche, signée par d'anciens premiers ministres, François Hollande, Elisabeth Borne, qui justement va dans le sens de la proportionnelle. Qu'est-ce qu'on y gagnerait à avoir de la proportionnelle aux prochaines législatives, enfin après 2027, disons? Bien, je me le demande, mais si vous voulez, ça peut être une idée intéressante, mais dire que cela permettra à une majorité d'émerger me semble, là encore, très ambitieux. S'ils défendent la proportionnelle, c'est parce qu'ils pensent que sans la proportionnelle, de toute façon, il n'y aura pas de majorité. Ben voilà. Est-ce que ça, c'est acquis ou pas? Je n'en sais rien et je pense qu'il est trop, je dirais, trop risqué de répondre, mais l'idée peut-être de mettre de la proportionnelle qui est intéressante, c'est que cela forcera davantage les forces politiques à basculer dans la culture du compromis s'il n'y a pas de majorité identifiable et que cela permet à chaque force politique d'aller jusqu'au bout, je dirais, de l'idée d'être représentée, puisqu'avec la proportionnelle, vous avez a priori plus de diversité, de pluralisme. Sauf que vous avez à l'heure actuelle 12 groupes à l'Assemblée, donc on est déjà bien servi en matière de pluralisme. Bon, je ne sais pas si c'est la priorité des priorités, c'est-à-dire qu'on peut aussi poser la question institutionnelle autrement. Ne faut-il pas clarifier le rôle du président, du Premier ministre, poser ce genre de questions de fond? Parce que je ne suis pas persuadé qu'on ne soit pas arrivé au bout. Question qui revient souvent dans le débat politique. Oui, mais c'est pas en changeant la variable institutionnelle ou constitutionnelle, si vous voulez, que vous allez régénérer la vie politique et refabriquer de la légitimité à fond. Mais quand on peut toucher une variable juridique et que ça peut avoir un petit effet, là, ce serait la lisibilité de ce qui se passe au sein de l'exécutif, pourquoi s'en priver, par exemple? Bon. La Ve République, c'était l'idée d'avoir une majorité solide par rapport à la quatrième. On a perdu ça dans la pratique des institutions? Non, alors c'était effectivement du parlementarisme rationalisé. Maintenant, la question, c'est qu'il y a quand même eu un certain nombre de réformes constitutionnelles depuis la fondation de la Ve par De Gaulle. Et on peut se poser la question, par exemple, je reviens à cet article du 49.1, parce que ça fait partie de ces ajustements juridiques qui auraient pu changer la donne. Parce que le fait que, en fait, la nomination du Premier ministre ne dépende que d'Emmanuel Macron, c'est aussi ça, qui est d'un président donc complètement démonétisé et qui a refusé finalement le verdict des urnes. Dans n'importe quelle autre démocratie, si on refait ce qui s'est passé en 2024, le groupe arrivé en tête aurait été chargé de former un gouvernement, aurait échoué, donc ça aurait été Lucie Castet. Il y aurait eu quelques mois où Lucie Castet aurait tenté de former un gouvernement avec un accord de coalition majoritaire. Elle n'aurait pas réussi. Du coup, le président aurait donné cette mission à quelqu'un d'autre jusqu'à ce qu'on trouve justement un Premier ministre avec une feuille de route, une coalition avec la signature de 289 députés en bas de la page. Et donc là, on aurait eu une vraie coalition, et justement dans cet esprit de compromis que Sébastien Lecornu, dont il nous parle tout le temps, en réalité, il n'y a pas eu de compromis parce que la personnalité et les nominations des premiers ministres ont été imposées par Emmanuel Macron sans aucun contrôle du Parlement. On peut même repenser à la renomination de Lecornu instantanément. Ça, c'est quelque chose qui n'aurait pu se passer dans aucune autre démocratie. Le Parlement a toujours la possibilité de renverser le gouvernement. Oui, tout à fait. Mais sauf qu'on a, encore une fois, un gouvernement qui peut gouverner sans avoir l'aval actif, disons, et positif du Parlement sur une feuille de route. C'est ça,
peut-être ce qu'il faut effectivement réformer. Stéphane Zumsteg, on l'a déjà, la proportionnelle, là, à l'œuvre, à l'Assemblée nationale? Mais oui, mais on a l'impression que quand on regarde les résultats, on pourrait demander à quelqu'un qui aurait quitté la France pendant quelques années quel est le mode de scrutin actuel. Il dirait, mais la France est passée à la proportionnelle. C'est pour ça que c'est quand même le vieux serpent de mer qui... Alors, quand vous demandez aux Français est-ce que c'est bien la proportionnelle, ben oui. Enfin, en gros, la réponse est ben oui. Oui, on a l'impression que c'est plus équitable. Sauf que c'est demandé avec moins d'intensité aujourd'hui par les partis qui autrefois subissaient ce système finalement gauche-droite. On n'est plus là-dedans. On va revenir je vais pas revenir sur la tripartition. Oui, à une époque, c'était une coalition de droite, UDF-RPR, ou une coalition PC-PS. Tout ça, c'est fini. Aujourd'hui, il y a encore quelques années, c'est-à-dire en 2017, il y avait 8 députés Rassemblement National, puis 89, puis 142. Quand vous êtes de ce côté-ci du spectre politique, vous vous dites que la proportionnelle, c'est peut-être bien, mais de toute façon, dorénavant, on est dans un système où toutes les forces politiques, dès que vous êtes puissant, même dans un scrutin uninominal à 2 tours, ce qui était extrêmement défavorable aux partis les plus extrêmes, ou en tout cas les plus radicaux, aujourd'hui, tout ça a changé. Mais évidemment, ça ne changerait qu'une chose, et une chose fondamentale, mais vous le soulignez, c'est à partir du moment où on passerait, si nous on passait officiellement au scrutin proportionnel, on saurait, les électeurs sauraient, les hommes et les femmes politiques sauraient, dès avant les élections, qu'il n'y aurait aucune majorité après ces élections. Et donc, quelque part, ça pourrait influer sur leur comportement et essayer de ne pas trop taper sur le voisin quand on voit le spectre politique, parce qu'aujourd'hui, c'est bien ça le problème. Quand vous êtes un insoumis ou quand vous êtes un socialiste, votre principal adversaire, ce n'est pas la droite, c'est le parti qui est à côté de vous. Il faut assurer le leadership au centre, ou à gauche, ou à droite. Et c'est ça qui, en soi, pervertit quelque part la vie politique. Retour à cette interview donnée par Sébastien Lecornu à la presse régionale. Il dit, sans détour, qu'il ne sera pas candidat en 2027. Or, tout le monde dit qu'en passant le perron de Matignon, on y pense forcément. Béatrice Gellot, vous pensez qu'il est le seul à ne pas y penser? Alors, je pense qu'il y pense, mais qu'il n'a pas intérêt, de toute façon, à dévoiler ses ambitions, s'il en a, pour 2027. Il n'a pas intérêt à les dévoiler maintenant. Il a intérêt à aller le plus loin possible et attendre de voir un petit peu comment se débroussaille ce chantier au centre et à droite, voir Bruno Retailleau, voir Édouard Philippe, Gabriel Attal, voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il va y avoir une primaire qui peut sortir de cette primaire? Et après, il se positionnera, mais il n'a pas intérêt à entrer dans cette espèce d'arène aujourd'hui, puisque il a acquis une certaine envergure. Le moine soldat est devenu présidentiable. Certains le disent même à l'intérieur. Certains ministres disent ah oui, finalement, pourquoi pas? Il a cette possibilité. Il a réussi à faire passer le 49.3. Il a réussi à faire passer le budget. Oui, avec le 49.3. Un regret, dit-il. Un regret, dit-il. Mais n'empêche, il a fait passer le budget de la Sécu en faisant la culture du compromis. Et il a réussi à montrer une certaine... une certaine force, en fait, et qui peut aujourd'hui lui laisser espérer qu'il est présidentiable. Pour l'instant, il ne faut pas qu'il sorte du bois. Il faut vraiment qu'il attende que se débroussaille le paysage politique. Qu'on y voit un petit peu plus clair. Il y a primaire, pas primaire, hors primaire. Au risque de s'abîmer, parce que de toute façon, à partir du moment où il se déclarera candidat, il aura une cible dans le dos. Oui, forcément. Vous parliez tout à l'heure d'exploit, Stéphane Zumsteg, d'avoir fait passer ce budget de la sécurité sociale. Cet exploit-là, forcément, il peut lui donner des ailes. Mais il construit petit à petit son image. Alors, de présidentiable, c'est pas ça la question, je suis d'accord avec vous pour l'instant, mais il construit son image d'homme politique d'envergure qui pèse, qui a pesé et qui continuera à peser. Il n'a que 39 ans, je crois. Je suis totalement d'accord avec ce que vous venez de dire. Il n'aurait aucun intérêt, d'abord parce qu'il y a pléthore de candidats. Enfin, Darmanin, Attal, Édouard Philippe, il faut attendre que tout ça se clarifie, parce qu'il y aura des perdants, il y a des gens qui vraiment vont être fortement démonétisés, et je ne sais pas lesquels pour l'instant, après l'élection présidentielle. Ce sera compliqué pour eux municipale. Non, mais même après l'élection présidentielle qui vient. Enfin, un certain nombre d'entre eux seront candidats. Je ne sais pas qui gagnera, je ne sais pas qui perdra, mais il y a des gens qui, quelque part, passeront un petit peu à la trappe dans le paysage politique, parce qu'ils auront enregistré une contre-performance qui les obligera à minima à une période de discrétion. C'est là que lui
pourra peut-être prétendre, parce que quel sera le poste à rechercher en 2027, après l'élection présidentielle? C'est le poste de chef de ce bloc central, chef de ce qui était autrefois appelé la Macronie. Ce sera Renaissance, ce sera une alliance entre des partis dissentristes, plutôt de centre-droit. Je n'en sais rien. Que deviendront les Républicains? Personne ne le sait. Mais c'est là qu'il aura un rôle à jouer en essayant de se positionner, parce que lui n'aura, en ne se déclarant pas pour cette élection présidentielle, n'aura rien perdu, en fait. Et ce qu'il aura, et vous avez raison de le dire, il aura finalement incarné ces dernières années du second mandat d'Emmanuel Macron, non pas un quinquennat pour rien, mais lui, au moins quelqu'un qui aura réussi à faire voter un budget. Il y a eu le premier budget, il y a un autre rendez-vous, c'est à l'automne prochain, le budget 2027. Et là encore, il devra faire... ce sera très compliqué pour lui. Je ne vois pas comment il échouerait, parce que là, je ne vois pas l'intérêt des oppositions, notamment du Parti socialiste, de voter une censure d'un budget à quelques mois d'une élection présidentielle. Ça donnerait l'image d'un parti peu responsable. On sait bien qu'il y aura sûrement un budget rectificatif après la présidentielle pour réajuster les choses. Et on se souviendra de lui comme quelqu'un qui a réussi à faire le job quelque part. Et ça, ce sera bon pour lui pour le après 2027. Pour l'après, pour la poursuite du centre. Mais est-ce que le macronisme peut survivre à Emmanuel Macron, Olivier Roucan? La ruse de la raison institutionnelle, ce serait que progressivement, le poste de Premier ministre devienne plus important que celui du président, qui n'est pas à exclure aussi. Et à cet égard, il a encore des ressources, Sébastien Lecornu. Je veux dire par là que même s'il ne fait pas voter de grandes lois, le décret, le pouvoir réglementaire dont il dispose peut lui permettre quand même d'être en phase avec des attentes directes de la vie des Français. Parce que les questions, il parle de santé, il parle de logement dans son interview malgré tout. Et par exemple sur le logement, si vous répondez à une inquiétude qui est en train de monter là sur les diagnostics des PE, donc des énergétiques des bâtiments, vous pouvez faire quelque chose. Sur la santé, si vous améliorez avec les collectivités territoriales la présence de terrain, vous allez avoir un petit écho. Donc son interview quand même a du sens de ce point de vue, c'est-à-dire en consolidant son image de personnalité sérieuse, attachée à répondre, à résoudre des questions concrètes, il peut avancer pas à pas auprès de l'opinion et consolider son image. Mais il ne peut pas passer que par décret. On peut faire en France beaucoup de choses avec des décrets. Alors c'est moins valorisé sur le plan de la communication, quoique. Ils peuvent y faire aussi. De toute façon, il a choisi une stratégie de discrétion qu'il assume pour l'instant. Mais ça peut être reconnu rétrospectivement. Et lui, il s'inscrit dans une durée moyenne, puisqu'encore une fois, il va sans doute pas être candidat la fois prochaine. Donc voilà. Et est-ce que le macronisme peut survivre à Emmanuel Macron? Vous avez 30 secondes. 30 secondes. Écoutez... Nous verrons bien. Non. Qu'est-ce que le macronisme? Rétrospectivement, ce sera une question à se poser. Oui. Ah, là, vous ouvrez le débat. Une dernière intervention sur l'AME, qui est aussi dans l'interview, l'aide médicale d'État. Il veut s'attaquer à une réforme de l'AME. Donc, il y a 2 décrets qui vont passer sans modifier le panier de soins. Néanmoins, est-ce qu'il envoie là un signal aux électeurs du RN? Oui, mais c'est un tout petit signal peut-être sur l'AME quand même. Rappeler que c'est les coûts budgétaires n'ont fait qu'exploser ces dernières années. C'est maintenant 1,2 milliard, soit quand même l'équivalent de la totalité du budget de l'Institut national pour la santé et la recherche médicale, l'INSERM, donc notre institut de recherche biomédicale, a le même budget que ce qu'on dépense dans l'AME, donc on peut peut-être quand même se poser des questions. Et effectivement, sur le panier de soins, le fait que... donc les électeurs du RN et en gros la droite veut qu'on passe à une aide médicale d'urgence, donc où le panier de soins est réduit seulement aux maladies contagieuses ou qui posent un problème de santé publique pour les Français. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas, c'est vraiment le tout venant. Et donc c'est un petit ajustement qui va dans la bonne direction, mais qui ne correspond pas à ce que attendre réellement ce bloc d'électeurs de droite. Voilà, on a à peu près fait le tour de cette interview et on va s'arrêter là, 9h33 sur France Info. Merci à tous les cas d'être venus débattre dans la politique.